Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Flegmatique et dans ce podcast je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, conflits intérieurs, amis imaginaires et des émotions, beaucoup d'émotions. Salut la famille! Aujourd'hui, épisode 6 d'Animedia déjà, et on va revenir sur un film vieux de 9 ans. Ouais, ça nous rajeunit pas trop, mais c'est pour une bonne raison, puisque sa suite sort dans quelques jours. On va bien sûr parler de Vice Versa, le premier, juste avant le deuxième. Et quand je dis on, c'est parce que c'est pas pour parler de moi à la troisième personne, c'est que pour une fois, pour la première fois dans Animedia, je reçois un invité, pas n'importe qui, Gauthier. Bonjour Gauthier. Salut Fleg, comment tu vas? Bah écoute, nickel, hein, merci de nous accueillir. On est dans un studio délocalisé pour l'occasion. On est chez moi. C'était plus pratique de faire ça comme ça, voilà. Oui. Non mais merci à toi de me recevoir dans ton podcast que j'écoute et que j'aime beaucoup. Et je suis Merci. très content en plus de venir participer pour ce film-là, qui est vraiment un film qui me tient à cœur. On en avait déjà un petit peu parlé d'ailleurs, toi et moi, autour d'un petit podcast. Exactement, oui. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je vais présenter ton versant, on va dire, proche de la famille Le Grand Pop, hein, on peut dire ça, puisque on a effectivement, pendant cette lointaine période qu'on appelait le confinement, une époque où on parlait aussi de couvre-feu, on a fait des émissions tous les jeudis soirs en direct sur Twitch, les petits podcasts, hein, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube de Le Grand Pop. Et on avait fait notamment un classement de films Pixar, on va y revenir. Mais oui, c'est pas la première fois qu'on va parler de Vice Versa. Oui, quand tu disais, c'est déjà il y a 9 ans, enfin je me revois, moi j'étais déjà marié et j'étais allé voir ce film-là avec ma femme, et c'est marrant parce qu'on en parle encore, elle et moi, et on l'a montré évidemment à notre fils, et c'est un film qui non seulement nous tient à cœur parce que c'est un film qui a un versant triste, un versant vraiment bouleversant qui vous tord le cœur, mais c'est un film qui a aussi un côté extrêmement joyeux, gai, hyper drôle et tout ça, donc c'est un film d'une très grande richesse. C'est un film sur les émotions et qui met aussi en avant la nécessité de la complexité des émotions et que pour qu'une émotion existe, il faut son pendant, il faut que tout ça cohabite. On va y revenir. Et c'est vrai que assez tôt, hein, tu m'avais fait une liste de films dont tu aimerais parler dans l'émission, et Vice Versa était en bonne place, hein, sans spoiler le classement qu'on avait fait à l'époque. Il était quand même déjà très très haut. C'est déjà, on peut le dire, un film qu'on aime beaucoup. Oui, ça fait partie des plus grands films de Pixar, c'est-à-dire que Pixar a eu un âge d'or, on va dire, entre 2005 et 2015. Il y a eu vraiment chaque année un nouveau film Pixar, et on avait en tant que spectateur presque le souffle coupé de voir l'inventivité, la créativité de ce studio, film après film, qui réussissait à nous donner à chaque fois un film encore meilleur que le précédent. Et je pense qu'on peut dire, sans être méchant avec le studio, que peut-être Vice Versa est le dernier grand Pixar classique, quoi. La dernière fois où on a été absolument soufflé par leur talent. Donc il vient juste après Monstre Academy, il me semble, où on avait déjà vu que le studio pouvait mettre un peu un genou à terre avec Cars 2, avec Monstre Academy, où on se disait il faudrait pas qu'ils perdent leur aura magique. Il y avait déjà cette politique de faire des suites, ou en tout cas Monstre Academy c'était un préquel, mais c'était l'idée d'exploiter des univers déjà existants, et on se demandait si, ouais c'est ça, comme tu dis, le côté, la magie d'arriver à recréer un nouvel univers à chaque fois et de nous époustoufler avec des nouvelles créations, était pas en train de se ternir un peu si les grands créateurs des années 90-2000 n'étaient pas arrivés un peu en bout de course, quoi. Exactement, et ça c'est leur 15e film, et moi c'est la dernière fois dont je me souviens être sorti du cinéma après un Pixar et avoir envie d'y retourner tout de suite et de me dire
immédiatement c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est sûr. J'attendais beaucoup d'Élémentaire l'année dernière, et je trouve que c'est un film très méritant, Élémentaire, à bien des égards, mais ça n'arrive pas au Non. niveau de vice-versa. Non, clairement pas. Et je me souviens avoir été aussi pas mal soufflé en salle. Je faisais déjà mes classements top flop de l'année à ce moment-là. Et il y a encore c'était pas sur le Grand Pop à l'époque, mais il y a quand même un article sur le Grand Pop du classement de 2015. Et s'il n'y avait pas eu Mad Max Fury Road, c'était le numéro 1, quoi. C'est en tout cas de mon classement personnel. On a déjà commencé à grignoter sur le début, mais c'est pas grave, ça vous montre à quel point on est un petit peu enthousiaste. Juste pour vous rappeler la structure de ce podcast, on va commencer par une mise en contexte, ce qu'on vient déjà un petit peu de faire, mais pour rappeler les éléments globaux autour du film. Ensuite, on attaquera forcément la partie critique, un peu plus analytique. On se demandera pour qui et vice-versa, pour quel public, pour quel type de spectateur. On lui décernera ensuite une note et on se projettera ensuite sur le 2e épisode qui va sortir très bientôt. La petite bande-annonce rituelle et on se retrouve. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée. Ouh, je suis trop contente. Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe. Sans parler de cette odeur et de cette crasse. On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie. Express yourself. On va faire la liste complète de tout ce qui devra enthousiasmer Riley. Express yourself. Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots? Ah non, elle va pas faire ça. Elle va nous interroger. Express yourself. Je suis trop triste pour marcher. Groupe de filles hyper cool à 2 heures. Allons leur parler. Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. S'enfermer à double tour et hurler le seul gros mot qu'on connaît. Ah ça donne la fruitage. Vous savez, vous êtes pas obligé de venir à tous mes matchs. On a un énorme problème. Quoi? Tu plaisantes? Je ne veux pas en rater un. Alors là, c'est tout sauf cool. Express yourself. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, tristesse. T'as touché au souvenir. Tu es sûr que ça va? Je sais pas trop. Parle-le. Laisse-moi lâcher. La mémoire centrale. C'est n'importe quoi. Qu'on répond là? T'es en panne, mais pourquoi tu es en panne? On est où là? Attends, tu vas te perdre. Sois positive. D'accord, je suis positivement sûre que tu vas te perdre. Au quartier général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, 5 émotions sont au travail. À leur tête, joie, débordante d'optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, colère s'assure que la justice règne et dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie, au sens propre comme au figuré. Quant à tristesse, elle n'est pas très sûre de son rôle et les autres non plus d'ailleurs. Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville avec tout ce que cela peut avoir d'effrayant, les émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand joie et tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l'esprit de Riley, emportant avec elle certains souvenirs essentiels, peur, colère et dégoût sont bien obligés de prendre le relais. Joie et tristesse vont devoir s'aventurer dans des endroits très inhabituels comme la mémoire à court terme, le pays de l'imagination, la pensée abstraite ou la production des rêves pour tenter de retrouver le chemin du quartier général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie. Vice Versa, sorti le 17 juin 2015, est réalisé par Pete Docter en collaboration avec Ronaldo Del Carmen, écrit par Pete Docter et Meg Le Fauve. On l'a dit, c'est le 15e film Pixar entre Monstre Academy et Le Voyage d'Arlo. Le casting, on va revenir un petit peu là-dessus aussi, il y a quand même du gros monde, ça fait partie peut-être des films Pixar les plus bien dotés à ce niveau-là. En VO, on a Amy Poehler qui joue Joie, Phyllis Smith, Tristesse et Mindy Kaling, Dégoût. D'ailleurs, les deux se retrouvent dans The Office. J'avais absolument pas capté à la première version que c'était Phyllis Smith qui jouait Tristesse. Ça donne, je trouve, une autre dimension un peu au personnage. On a Bill Hader qui joue la peur, Lewis Black la colère, Richard Kind Bing Bong. Et les parents, c'est plutôt la classe quand même. On a Diane Lane qui joue la mère et Kyle MacLachlan qui joue le père. Et oui, il y a un peu de Twin Peaks là-dedans. Moi, c'est pour mon plus grand bonheur. Ouais, voilà, le Twin Peaks, The Office, le meilleur des deux mondes. Casting VF, c'est pas mal non plus. Alors, dans un autre genre, mais on va pas quand même bouder notre plaisir. On a Charlotte Lebon, Marie-Lou Berry, Mélanie Laurent, Pierre Ninet, Gilles Lelouch, Didier Gustin et pour les parents, François Cadol et Alexis Victor. Alors moi, je l'ai vu 2 fois, une fois au cinéma, une fois tout récemment pour préparer ce podcast, donc je l'ai pas vu en VF, mais c'est tout à fait valable, j'imagine. Ah oui, bien sûr, c'est tout à fait valable avec des acteurs pareils. D'ailleurs, alors c'est un fun fact, mais j'ai découvert sur la fiche Wikipédia du film que Charlotte Lebon avait participé au casting vocal en français et avait repris le même rôle pour le casting vocal en québécois. Et faudra m'expliquer ça un jour, mais pourquoi
faisons-nous 2 versions? On parle pas la même langue? Je sais pas. comprends En plus, à chaque fois, je pense que tout le monde, on commence à être d'une génération un peu plus vieille maintenant, mais à l'époque où on téléchargeait plus ou moins légalement des films, on s'est tous retrouvés avec une version qu'on pensait être une version française, qui était en fait une version québécoise. Ah oui. Et oui, ils parlent pas avec l'accent québécois, en tout cas pour les films étrangers quand c'est redoublé. Bah ouais. C'est du français tout à fait classique, sans accent. Alors peut-être le vocabulaire, certains mots sont un peu différents, mais ils font même pas l'effort de prendre un accent québécois, donc je comprends pas. Non, et puis en plus, les Québécois, et je les comprends, quand on importe leurs films chez nous et qu'on les sous-titre, ils sont pas contents. Parce que, Oui, ils trouvent mais- ça un peu insultant. Donc, si on se met d'accord qu'on parle la même langue, il faudrait faire Enfin, pourquoi faire 2 versions? C'est bizarre. Je peux comprendre, mais j'ai essayé de regarder Starbuck sans sous-titres et au bout de 5 minutes, j'ai fini par les activer, c'était pas possible. En tout cas, ce qui est intéressant à dire, c'est que on le voit bien dans le making-of. J'ai regardé tout le Blu-ray de Vice Versa hier pour m'intéresser au film. On voit bien à quel point les concepteurs d'un film, même d'animation, travaillent en étroite collaboration avec leurs acteurs. C'est-à-dire que, quand même si j'ai aucun mépris pour la version française, et il y a des acteurs de version française qui sont extrêmement doués, quand même, on ne voit jamais mieux un film, y compris d'animation, que dans sa version originale. Oui, de toute façon, et c'est le cas aussi dans celui-ci, mais en plus des jeux de mots qui sont pensés dans la version originale, comme tu l'as dit, la collaboration, elle marche avec le casting original, c'est très très rare, il faut avoir ou un gros budget ou être un réalisateur très très investi pour pouvoir aller superviser soi-même des versions étrangères. Et d'ailleurs, très souvent, c'est des studios locaux qui vont s'occuper de l'adaptation dans le pays d'origine. Enfin, par exemple, pendant longtemps, c'était Disney qui s'occupait de l'adaptation anglaise, du doublage anglais des films du studio Ghibli, par exemple. Donc là, Miyazaki, entre autres, n'était pas forcément impliqué, c'était sous-traité entre guillemets à d'autres studios. Donc évidemment que c'est l'avantage du cinéma d'animation, et surtout qu'en France, on a des très bons acteurs et très bons acteurs de doublage. Il n'y a aucun souci à avoir des films en version française, y compris d'animation. Mais évidemment, la version originale apporte un petit quelque chose en plus à ce niveau-là. On l'a dit, globalement, on aime plutôt bien, vice versa. On a parlé en introduction de ce fameux classement qu'on avait fait à l'époque du petit podcast. Voilà, on l'a mis 2e, on va pas vous spoiler très longtemps. Il y a aujourd'hui, tu l'as dit, 27 films en comptant tous ceux qui sont sortis sur les plateformes. Et en gros, il y a Wall-E tout en haut, on est assez d'accord pour dire ça. Et Oui, moi, c'est drôle, mais avec le temps, j'aime toujours énormément Wall-E, mais avec le temps, j'ai toujours un petit débat dans ma tête entre Wall-E et Lao, qui sont vraiment mes 2 Pixar préférés, mais Wall-E a largement mérité sa première place, et vice-versa, et pas déméritant non plus. 2e, pourquoi pas. Et pour vous dire à quel point Gauthier aime Lao, là, actuellement on enregistre juste à côté d'un plaid où il y a un plaid Lao. C'est très radiophonique, mais vous ne pouvez pas le voir, mais il est là. Voilà, ça vous donne le niveau d'implication. On l'a dit, le film il est réalisé notamment par Pete Docter, alors principalement quand même par Pete Docter. Chez Pixar ça fonctionne beaucoup par binôme, mais il y a quand même souvent un réalisateur principal et un réalisateur, on va dire, secondaire, qui est souvent amené par la suite à diriger un de ses propres films un petit peu plus tard. Pete Docter, il fait partie des meubles chez Pixar, il est là quasiment depuis le début, il est arrivé en 1990 alors que le studio a été fondé en 1986, il est arrivé à 21 ans, un peu grâce à un des autres papas du studio qui est John Lasseter. Et c'est à ce point une tête pensante, et à ce point quelqu'un qui est vieux dans le studio, qui fait partie de ceux qui sont derrière. Ils étaient beaucoup, dont John Lasseter justement, et Andrew Stanton qui fait lui aussi partie des piliers, mais il fait partie de ceux qui ont amené l'idée derrière Toy Story. Et tu l'as dit, un Pixar est jamais aussi bon que son pitch originel, et alors là Toy Story on tient au sublime, quoi. Ouais, bien sûr. Et, alors c'est toujours un petit peu bizarre de parler de réalisateurs, je trouve, dans ce type d'économie et d'industrie, parce que quand on le voit au travail, Pete Docter, on voit bien que c'est... Bien sûr qu'il a une très forte dimension artistique, mais c'est aussi, enfin, on voit surtout des chefs de projet, quoi, des mecs qui sont en collaboration étroite avec tout un tas de petites mains et qui
qui sont presque des généraux de guerre, tu vois, d'un très gros champ de bataille. Donc, quand tu présentais le cinéma d'animation dans ton numéro 0, je me disais que finalement, c'est presque d'autant plus dommage de parler du cinéma d'animation comme le parent pauvre du cinéma, que en fait, c'est presque deux choses totalement, extrêmement différentes, quoi. Pete Docter, évidemment, est un génie artistique, mais c'est aussi un génie de l'entrepreneuriat, quoi. C'est vraiment quelqu'un de... C'est un général, quoi. C'est à ce point-là, comme tu disais, une entreprise globale, quoi, un projet global chez Pixar, que y a toujours plusieurs personnes qui interviennent, sauf sur les films de Brad Bird, où alors là c'est lui tout seul qui est vraiment le tyran, le despote sur le projet, mais globalement c'est des choses qui se passent à plusieurs, on l'a dit, plusieurs réalisateurs, il y a ceux qui apportent le côté histoire, et il y a ensuite les scénaristes à proprement parler, donc Pete Docter il n'est pas scénariste sur le Toy Story et les suivants, mais c'est lui qui apporte un concept, et ça fonctionne d'ailleurs souvent comme ça, hein, les différents exécutifs, où il y a quand même des gens qui se distinguent dans le studio, qui apportent des idées, et ensuite on essaye de les traiter de la meilleure manière possible. C'est ce qu'il a fait également pour Monstres et compagnie, sur lequel il est aussi crédité en tant que story en anglais. C'est vrai que on peut pas vraiment le traduire par histoire en français, mais en tout cas on va dire le concept de base, oui, qui est ensuite décliné en un scénario. Il est également là sur Wall-E, donc c'est dire qu'il est quand même là sur des projets qu'on apprécie quand même plutôt pas mal, et son premier film, c'est là-haut, voilà, ouais. Donc on y revient, hein, encore une fois avec Bob Peterson, mais c'est principalement lui qui sort du lot là-dessus, donc voilà, ça fait partie des grosses valeurs sûres, on va dire, de Pixar, mais officiellement, Vice Versa n'est que son deuxième film en tant que réalisateur en 25 ans dans le studio. C'est en 2009 l'idée de Vice Versa, quand il voit lui-même, et ça part souvent de là aussi chez Pixar, et d'une manière générale pour l'écriture, hein, spoiler, on part souvent d'idées qui nous arrivent, en tout cas d'événements qui nous arrivent à nous, d'événements personnels qui nous arrivent, et il voit justement des changements dans la personnalité de sa fille, et c'est là que lui vient l'idée de traiter les émotions chez une préadolescente, chez un enfant. Et donc vous l'avez compris, 2009 l'idée du film, 2015 la sortie, ça a mis plus de 5 ans à se mettre en œuvre, et si d'ailleurs vous allez voir sur notamment le Blu-ray j'imagine, mais également sur Disney+, ils font ça parfois et je trouve ça très bien, ils arrivent quand même à intégrer des bonus. Vous avez un onglet en plus du film, et là en l'occurrence il y a pas mal de scènes coupées, il y en a même beaucoup d'ailleurs, et qui montrent le fait que l'histoire elle a énormément évolué. D'abord les personnages avaient des prénoms au lieu d'être nommés uniquement par leurs émotions, puis ils se sont dit que c'était un petit peu confusant, donc ils ont regroupé ça sous des termes beaucoup plus génériques. On avait beaucoup plus d'émotions qui se retrouveront d'ailleurs dans la suite. On avait ennui, fierté, il y en avait d'autres, mais ça faisait un petit peu beaucoup, et finalement ils ont recentré tout ça sur l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, on avait même peur qu'il devenait le méchant de l'histoire à la fin. Enfin, vraiment c'est pour le coup hyper intéressant à les creuser si vous voulez voir comment un film peut évoluer dans son idée. Mais voilà, on est passé par énormément d'étapes pour arriver à une sortie, une première projection officielle le 18 mai 2015 à Cannes. Est-ce que tu y étais ? Non, c'était mon premier Cannes était en 2016, donc j'y étais pas cette année-là. Mais c'est assez rare quand même, malgré tout, dans l'histoire de Cannes, pour qu'il y ait... Alors c'était hors compétition, mais pour qu'il y ait un film d'animation qui soit projeté à Cannes, c'est un événement en soi. Oui, alors c'est un petit peu un faux ami ça, parce que là-haut était déjà projeté à Cannes, et on l'ignore, mais il y a des films d'animation très importants qui ont été même dans la compétition cannoise. Par exemple, Shrek 1 et 2 étaient en compétition à Cannes. En compétition ? Oui, en compétition. Je ne sais pas pourquoi, mais... et il me semble que Ghost in the Shell 2 était en compétition aussi. Donc parfois Cannes repère quand même du cinéma d'animation et le met en valeur. Vice versa, effectivement, a été présenté hors compétition. Et j'en avais parlé effectivement dans mon épisode 3 sur Les Maîtres du Temps. La Planète Sauvage de René Laloux avait en son temps reçu le Grand Prix. C'est peut-être le Grand Prix, oui. Et cette année, d'ailleurs, en 2024, Cannes a récompensé le festival Ghibli d'une palme globale pour l'ensemble de son œuvre. Pas Miyazaki, Ghibli, mais en tout cas, voilà, effectivement, il y a quand même régulièrement, on ne pourra pas dire ça, mais de temps en temps, le cinéma d'animation trouve aussi sa place à Cannes, et ça faisait partie de cette année-là.
un budget de 175 millions de dollars, ce qui est quand même Colossal. costaud, hein, voilà, Colossal. c'est énorme, mais on le dira jamais assez, les gros films de studio d'animation coûtent une blinde, et celui-ci en fait partie. Et je crois qu'on était tous les deux hyper surpris pour le succès, enfin les chiffres au box-office mondial, 875 millions de dollars. C'est hallucinant. Moi, jamais j'aurais imaginé que ce film était allé aussi haut dans le box-office. Je me souvenais qu'il avait fait entre 4 et 5 millions d'entrées, il me semble, en France, ce qui est déjà énorme, hein. C'est vraiment un très très beau succès. Il était sorti pour mémoire au mois de juin, donc il y avait toutes les Tout vacances. à fait, mois de juin, oui. Ouais, c'est une fenêtre assez classique pour Pixar. Il y avait toutes les vacances ensuite d'été pour maximiser le box-office français. Mais là, enfin, 875 millions de dollars au box-office mondial, c'est impressionnant, quoi. Sur les 27 films de Pixar, il arrive 6ème, donc pour vous dire qu'il y a quand même eu des énormes succès, hein. Tout en haut, on a Les Indestructibles 2, Toy Story 4, 3, Le Monde de Dory, Le Monde de Nemo, donc on voit quand même les grosses licences qui fonctionnent chez Pixar, mais juste après, on a Vice Versa, donc devant, là-haut, Le Premier Indestructible, Ratatouille, Monstres et compagnie, même les Cars, globalement, même si Cars, c'est plutôt les produits dérivés qui continuent de générer énormément d'argent, mais c'était effectivement un énorme succès, et c'est en grosse partie, ce qui implique que 9 ans plus tard, on a une suite qui arrive. Oui, ça explique la suite totalement, effectivement. D'autant que, t'en as parlé, c'est un film quand même multigénérationnel, c'est-à-dire que si tu l'as vu à une époque, que tu as eu des enfants depuis, c'est un film que tu as envie de transmettre et que très certainement des jeunes générations ont découvert entre le 1 et le 2. Mais ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça répond beaucoup à ta question qui est dans le runner. Là, je vois à qui s'adresse ce film. Et je le découvre moi. Alors évidemment, il s'adressait à moi à l'époque parce que j'étais cinéphile et que j'avais très envie de voir le nouveau Pixar. Mais déjà que j'y aille avec ma femme qui est beaucoup moins cinéphile que moi, ajoute une dimension. On y va en famille, on y va en couple, on y va qu'on soit cinéphile ou pas. Et le fait que je l'ai déjà montré à mon fils qui n'a que 5 ans s'ajoute à ça aussi. C'est-à-dire qu'en plus, lui, il a eu aucun problème à la comprenette. C'est un film qui est très très lisible. C'est marrant que ce soit un film qui marche à ce point sur tout le monde et sur tous les âges de la vie. Parce que finalement, ce que ça raconte quelque chose de très simple. C'est une fillette qui doit avoir entre 10 et 12 ans, j'imagine, qui fait pour la première fois de sa vie l'expérience du chagrin, l'expérience de la tristesse, de la mélancolie, et ça casse un petit peu cette image d'Épinal, on va dire, de l'enfance, c'est forcément joyeux, c'est forcément chouette, c'est forcément la magie, l'imaginaire, etc. Ça peut aussi... Enfin, l'enfance, c'est aussi la première fois qu'on se prend un mur, la première fois qu'on se trouve dans un état où le chagrin devient nécessaire à sa vie et à sa construction psychique, quoi. Donc c'est une très très belle question que soulève le film. Et c'est aussi très universel, voilà. Voilà, bon, de toute façon, globalement, on a plus ou moins répondu à la question, on y reviendra quand même, mais c'est vrai que c'est un film qui a une universalité assez incroyable, et c'est vrai que je me souviens aussi, il y avait de ça aussi à l'époque, avant même d'avoir vu vraiment les concepts du film, c'était un film qui pouvait être résumé par, ça parle de dépression enfantine, quoi, en gros, qui était déjà en soi un sujet ultra original, enfin vraiment le côté d'oser prendre ce sujet à bras-le-corps et de le traiter à ce point-là, et de manière aussi réussie, on va le dire. C'était déjà en soi un vrai tour de force. Il sort en 2015, on l'a dit, et aux Oscars 2016, il remporte sans grande surprise l'Oscar du meilleur film d'animation. C'est vrai que très souvent quand il y a un Pixar ou un Disney qui sort sur ces années-là, c'est quand même souvent pour lui, même si c'était l'année d'Anomalisa, alors qu'il faisait partie aussi, il me semble, je sais plus si tu me l'avais mis dans ta liste, mais spoiler, je ne l'ai pas encore vu, désolé, mais je sais que c'est un film qui a très très bonne presse au niveau de, justement, notamment de la critique, un film de Charlie Kaufman, mais quand même pour dire aussi devant quoi il gagne. Et en plus de ça, aussi preuve de sa reconnaissance publique, on l'a dit, mais également critique. Il fait partie de ces rares films d'animation à avoir été au-delà de sa catégorie et d'être nommé carrément pour l'Oscar du meilleur scénario original, nomination qui n'est pas du tout volée. Est-ce que tu te souviens qui avait gagné cette année-là ?
il me semble que c'est Spotlight qui avait gagné cette année-là. Ouais. Voilà, Spotlight, un film dont on se souvient vraiment très très bien en 2024, bien sûr. Ouais, bon, ça, c'est les aléas des Oscars. C'est marrant, mais on le sait en temps réel que quand c'est Spotlight qui remporte l'Oscar du meilleur film, on se dit ça, c'est un coup un petit peu politique et du moment, quoi. Et il doit y avoir des gens qui ont bien fait leur candidature, enfin leur dossier, leur promo leur et pub. tout ça, et qui remportent. Oui, parce que les Oscars, c'est un truc de l'industrie, c'est Voilà. pas un truc qui écrit l'histoire du cinéma. Non, complètement pas. Et effectivement, voilà, tu l'as dit, c'était ma question suivante. C'est aussi Spotlight qui remporte l'Oscar du meilleur film cette année-là, alors que Vice Versa n'est pas nommé. Mais voilà. Mais pour dire aussi à quel point j'ai regardé différents classements, etc. Et c'est quand même un film qui a été reconnu assez rapidement, puisque je crois que j'étais tombé sur un article du New York Times de 2017. Alors les sites, les grands magazines, journaux américains adorent faire ça. Ils nous avaient fait le classement des 25 meilleurs films du 21e siècle, alors qu'on était qu'en 2017, mais bon, c'est un truc que tu peux faire et mettre à jour tous les ans assez rapidement. Et déjà à ce moment-là, Vice Versa était, je crois, 7e, enfin assez vite, parce qu'il n'y avait que 2 ans de recul, assez vite, très bien placé. Un film qui a globalement plu. Et on va essayer d'analyser, de disséquer un petit peu tout ça dans la partie critique. Bon, on a déjà un petit peu effleuré les thématiques du film du doigt. C'est ce qu'on pourrait appeler un voyage émotionnel total, puisque de toute façon, ça raconte l'histoire d'émotions à l'intérieur de la tête d'une petite enfant de 11 ans. Et rien que ça, en soi, rien que le concept de se dire on va traiter aussi frontalement un sujet aussi complexe de prime abord que les émotions et le faire en le personnifiant avec des petits personnages, ça paraît évident quand tu vois le film, mais de base c'est quand même assez casse-gueule, non ? Ouais, c'est hyper casse-gueule et c'est même intéressant de voir dans ces bonus dont tu parlais qu'à la base il y avait au-delà de ça une envie à l'origine du projet de mettre plus d'émotions là-dedans. Alors évidemment il y aura plus d'émotions dans le 2 aussi, mais je trouve que s'il y a une petite critique négative que je peux faire à ce film, c'est que je trouve que déjà avec 5 émotions basiques, ils ont un peu du mal à jongler, c'est-à-dire que Oui. je trouve que le film, c'est quand même le rapport de la joie qu'il y a dans la tête d'un enfant à la tristesse qu'il y a dans la tête d'un enfant, et c'est leur aventure à L2. à L2, et les autres émotions, je les trouve un petit peu au placard, même si c'est des bonnes idées de représenter la colère comme un truc qui explose littéralement, de représenter la peur comme une espèce de truc un peu informe. Un peu un corps de lâche, quoi. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est des bonnes idées, mais les faire exister dans le scénario, c'est très difficile, je trouve. On a vraiment 2 personnages principaux, et c'est justement comme tu l'as dit, la trajectoire que vont suivre ces 2 personnages-là, et à travers eux, Riley, c'est-à-dire que quand on est enfant, grosso modo, tout se peint. C'est où, au début, c'est même ce que montre la scène d'introduction, on va y revenir, mais c'est ou de la joie extrême, ou tout d'un coup de la tristesse extrême quand l'enfant se met à pleurer, et voilà, il a grosso modo, c'est très binaire, quoi. Et on le voit aussi dans cette fameuse scène, il y a d'autres émotions qui se greffent, et je pense qu'il a dû faire un travail assez, à la fois d'écriture, mais aussi peut-être psychologique, à savoir vraiment de revenir aux émotions de base qu'on a et qui nous régissent en tant qu'être humain, de se remettre en plus dans la tête d'un enfant de 11 ans, qui est pas aussi complexe que ce qu'on va avoir par la suite et ce qui va générer d'autres émotions par la suite. Et en plus de ça, de jongler à travers un scénario qui ne peut pas avoir 12 personnages qui se battent constamment pour avoir le premier rôle, quoi. En tout cas, pas dans ce cadre-là, quoi. Non, bien sûr. Puis il y a une forme de naïveté dans la représentation, mais c'est un choix artistique. Bien sûr. Dans la représentation de ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Après, moi, je veux heurter la sensibilité de personne, mais à mon avis, si tu ouvres la boîte crânienne vraiment d'un enfant, tu vas être, alors pas littéralement, il faut pas faire ça littéralement, mais si tu te représentes vraiment ce qu'il y a dans la tête d'un enfant, ça doit être épouvantable, à mon avis, de noirceur, de trucs chelous, etc. Donc le film prend un petit peu plus le parti naïf, mais très optimiste, de se dire... Un enfant, c'est joyeux, ça doit être tout le temps joyeux, et même s'il se laisse être triste, il faut tout le temps que sa joie compense et rattrape
les choses. Et donc cet enfant-là va faire la découverte de l'ambivalence des choses et que, en fait, ses souvenirs, ce qu'on a en soi, sa dynamique, elle peut être vue à la fois par le prisme de la joie, mais aussi par le prisme de la tristesse. Et c'est important d'avoir un équilibre de ces émotions-là. C'est ça, de la transition vers un certain équilibre. J'ai quand même envie de revenir sur la scène d'introduction, parce que ça m'avait, je pense, pas frappé à ce point à l'époque. J'ai revu vraiment juste cette scène-là. En 7 minutes 30, on a grosso modo tout. C'est-à-dire on part littéralement de la naissance de Riley jusqu'à là où on va la suivre dans le film, jusqu'à ses 11 ans. Et à travers ça, le processus du film de nous expliquer comment ça fonctionne, avec des personnages qui interagissent, avec un tableau qui, on le voit, se complète au fil des années et au fil des expériences du personnage, qui essaye d'interagir du mieux possible entre elles. Ces idées de capsules mémorielles, en fait, de mémoire, qui sont représentées par ces boules de couleurs, qui vont être stockées dans la mémoire, avec des émotions principales, des core emotions, je ne sais plus comment c'est traduit en français, mais qui vont définir la personnalité et qui vont elles-mêmes générer des îles qui vont justement être les points, les piliers sur lesquels va se reposer la personnalité du personnage. Et ça, on l'a dit, 7 minutes 30, et ça rappelle forcément la scène d'introduction de là-haut, dans le côté de... Il y a toute une vie d'encapsuler. Là, effectivement, on n'a que 11 ans, mais on a des concepts qui se greffent, mais c'est la patte Speed Doctor, c'est aussi ça, c'est aussi dans cette scène d'intro. Oui, alors c'est très intéressant si vous avez la chance un jour de regarder le film avec le commentaire audio qui est proposé sur la version DVD et Blu-ray. C'est très intéressant d'entendre les concepteurs du film parler justement de cette séquence d'introduction, parce qu'ils ont manifestement eu pas mal de désaccords. Il y a ceux qui disent mais attendez, moi j'ai pas besoin qu'on me présente un personnage, je m'en fous de savoir d'où il vient, quelles étaient ses racines et tout ça, juste donnez-moi le personnage dès le début du film et puis ça sera tout à fait lisible. Et il y en a d'autres qui voulaient explorer encore plus la genèse de ce personnage principal et en faire encore plus dans sa trajectoire vers l'âge qu'elle a dans la plus grosse partie du film. Donc ils ont dû... C'est quelque chose de très travaillé, au fait. Nous, on regarde ça en 7 minutes et on se dit « Ah, quelle idée formidable !» et ça a l'air tout simple. Mais au fait, c'est hyper pesé, mesuré, sujet à discussion et tout ça. Et pour une scène de présentation de personnages, il y a des manières différentes de présenter l'histoire. Et là, pour le coup, le film va jusqu'à... la séquence se termine comme ça, juste avant le générique. C'est à ce moment-là où on a le titre du film. C'est l'enjeu principal du film, ce qui va être le premier point de friction, c'est le déménagement vers, alors pour l'instant l'inconnu, on va vite découvrir San Francisco, la maison qui est pas au niveau, enfin aller de déception en déception comme ça pour le personnage de Riley, qui va entraîner sa remise en question, le début de la tristesse qui va finir par prendre le pas sur la joie, et ensuite le conflit intérieur qui va se nouer par rapport à ça. Mais c'est sûr que, comme tu l'as dit, on a deux personnages principaux, les deux émotions principales, et les autres qui sont un petit peu en... d'ailleurs, on le voit très bien qu'ils n'arrivent pas forcément à prendre le relais quand les deux autres disparaissent, quoi. Non, et d'ailleurs, le scénario du film, je suis désolé, je parle beaucoup trop du scénario de ce film et pas assez de l'animation, pure et simple. Mais on voit bien... c'est un film qui repose... l'idée est tellement forte, le concept est tellement fort qu'on est forcément obligé de parler de l'histoire, c'est normal. Un petit peu, bien sûr, mais on voit bien comment, du coup, le scénario isole volontairement le personnage de la joie et de la tristesse en les faisant partir dans les méandres donc des souvenirs et de la psyché de Riley, parce que finalement le film raconte comment la joie va aller à la rescousse de la tristesse, et de manière contre-intuitive c'est la joie qui va sauver la tristesse pour pouvoir créer un équilibre dans la tête de cette petite fille. Et du coup, les trois autres émotions restent au QG un petit peu seules. Et donc, ça va être l'histoire de cette petite fille qui n'a plus dans son disque dur la joie et la tristesse, qui sont en train de vagabonder. Qui ne peut plus prendre de bonnes décisions, entre guillemets, de décisions bonnes pour elle ou rationnelles. Exactement, et qui n'est que drivée par sa colère, sa peur et son dégoût. Et en ça, je l'ai dit dans le résumé au départ, mais on va quand même aller de concept en concept, et ça, le film arrive à nous les présenter quand même assez rapidement, parce que pour chaque élément qui vont être stockés dans notre cerveau, le film arrive à mettre ça en image de manière quand même à la fois
juste même pas à la fois, de manière relativement très claire même, quand bien même ces concepts sont très compliqués, on nous demanderait nous-mêmes de nous le représenter. Alors on est évidemment là-bas, ils sont pas tout seuls et on l'a dit, ils ont mis 5 ans à bosser dessus, donc c'est aussi pour cette raison-là. Mais de nous représenter de cette façon-là la mémoire, de l'imagination, on en fait un pays. En plus, à une phase de la vie de Riley où tout ça est en transformation, où on sent qu'il y a des choses qui disparaissent pour faire de la place à d'autres. Enfin, ces concepts-là sont présentés, enfin, ça nous paraît tellement évident maintenant, quand même ces concepts-là sont hyper compliqués à mettre en image. Et je pense que le monde de l'abstraction, si tu te souviens, fait partie de ces découvertes les plus folles la première fois qu'on voit le film, quoi. C'est-à-dire que vraiment la déconstruction de pensées, de mots très 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 conscients, et comment on fait pour mettre en image ça. Et dans le film, ça se traduit par un mélange d'animation où là, pour le coup, on va utiliser différents types d'animation pour déconstruire ces personnages-là. Enfin, c'est complètement fou, quoi. C'est marrant parce que c'est une scène, ça fait une petite scène pas très longue, mais en plus, comme elle est assez accessoire dans le On film, pourrait presque l'enlever, Ouais. ça changerait pas grand-chose. C'est une péripétie, quoi. tu sens que c'est un truc où les animateurs se sont dit on aimerait bien se faire Ouais. un petit kiff cher, hein, Ouais. parce qu'il a l'air cher leur kiff, hein, quand même. Mais on aimerait bien se faire un petit kiff, donc on va les mettre dans la boîte de l'abstraction, là, les personnages, et ils vont devenir de plus en plus abstraits, et ils passent de la 3D à la 2D, à la fin ça devient plus que des fils, enfin c'est... Au départ, c'est ça, après ça devient des idées, enfin vraiment Joie, c'est représenté par une étoile jaune plate, enfin, et à la fin, il faut qu'ils réussissent à se mettre en 2D pour passer la porte. Ça renvoie un petit peu au générique de fin de Wall-E, puisqu'en plus ils explorent brièvement des courants artistiques à travers ça. Enfin, il y a un côté... Moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser à la très longue scène dans Dumbo, où tu sais, Dumbo et la petite souris sont bourrés, là, Ouais. et du coup ils se mettent à voir des éléphants roses pendant 3 heures. Tu sens vraiment qu'il y a une équipe d'animation qui a dit est-ce qu'on a le droit de jouer là, Ouais, c'est ça. vous nous donnez 3 minutes pour qu'on fasse joujou et... Ouais, ça fait partie des petites choses réjouissantes du film, qui ne vaut pas que par son scénario, même si on l'a dit, c'est quand même ce qui fait partie du cœur du film, et j'ai commencé ça aussi à le pointer du doigt, mais l'idée globale, c'est de montrer le processus du fait de devoir grandir, de devoir laisser des choses derrière nous et de devoir se diriger vers des nouvelles émotions, en tout cas de réussir à avancer là-dedans. Et ça, est-ce qu'il y a un personnage qui le symbolise mieux que Bing Bong ? Ouais, bien sûr, c'est très intelligent ce personnage de Bing Bong. Donc Bing Bong, c'est l'ami imaginaire de Riley quand elle était toute petite. C'est une sorte d'éléphant rose avec une trompe, mais une crinière de lion, et qui pleure des bonbons quand il est triste, c'est ou je ça. sais pas trop Et quoi. qui est foreshadowé aussi dès la scène d'intro, où on la voit le dessiner Oui, sur le absolument, mur, et elle ouais, chante cette chanson avec son traîneau qui crache des arcs-en-ciel, là, évidemment. Voilà, et pendant cette aventure où la joie va essayer de récupérer la tristesse dans la psyché de Riley, il tombe sur Bing Bong, qui est donc cet éléphant rose, et qui est représenté comme un peu comme un comédien au chômage. Ouais. C'est-à-dire qu'il a plus de boulot depuis longtemps parce qu'elle a grandi et qu'elle fait plus appel à son ami imaginaire. Il erre dans sa mémoire, là, il est pas complètement effacé, mais bon, on sent qu'il cherche une utilité, quoi. Clairement. Exactement, et alors donc lui, son tempérament, c'est d'être un petit peu comme le sentiment de la joie, mais fois 1 milliard, quoi. C'est-à-dire qu'il est tout le temps beaucoup trop positif, il veut tout le temps partir à l'aventure dans le pays imaginaire pour aller voir, je sais pas trop quoi, le train de la pensée, et puis le pays des gens en nuages, et puis aller jouer au... Et donc lui- il n'est que ça, quoi. Il n'est que l'incarnation de l'enthousiasme débordant de la toute petite enfance. Et finalement. il voit très très mal les démolitions, la disparition de certains éléments. Et il y avait même justement une scène coupée où il l'avait carrément dépeint au tout début comme une espèce de révolutionnaire qui lance des briques sur les démolisseurs. Enfin voilà, les mots révolution qui sont lâchés. Enfin, c'est un syndicaliste, quoi, exactement. contre le changement. Qui est nécessaire pour Riley, mais que lui, évidemment, il comprend pas du tout, quoi. Ouais, et puis alors évidemment, ça amène une très très belle scène
très triste vers la fin du film. Parce C'est que la scène que beaucoup, j'imagine, retiennent en tête, ou c'est peut-être la première chose à laquelle tu penses. Ouais. Alors c'est une scène qui est absolument bouleversante, qui est une scène où tu sais que ce personnage va être un personnage sacrifié, parce que Il peut pas continuer à exister, quoi. il peut pas continuer à être là, et puis le fait que tout ce monde de la joie et du pays imaginaire soit en déconstruction, c'est l'annonce de sa disparition à lui-même. Mais donc il y a un moment où lui et le sentiment de la joie sont un petit peu perdus dans les limbes de la psyché, et donc vont être amenés à disparaître. C'est marrant que tu parles des limbes, il y a forcément tout un écho. Enfin, je pense que si tu te fais une double programmation et que tu vois Inception et vice-versa, l'un à la suite Ouais. de l'autre, il y a énormément de concepts qui se recoupent. En commun, À un moment, ouais, ils bien sont sûr. perdus dans le subconscient. Enfin, il y a... C'est ça. Et donc Bing Bong finit par se sacrifier et donner son traîneau à joie et se laisser disparaître lui-même dans les limbes. Et donc il envoie comme ça la joie vers le ciel pour la faire remonter dans la mémoire de Riley. Et en l'envoyant, il lui dit emmène-la vers la lune pour moi. Et ce qui est vraiment absolument bouleversant. Ah ouais, et en même temps... la chiale. Bah, c'est la chiale totale, mais en même temps, il y a quelque chose de très juste dans cette idée de bah, lui, il peut pas rester là. C'est-à-dire, il y a un moment où la petite enfance, elle disparaît. L'enfant trop mignon qu'on est, et bah, il y a un moment où il faut nécessairement en faire le deuil, le mettre à la poubelle. Et il y a la manière de le mettre en image et de le présenter, parce qu'effectivement, on voit qu'ils font plusieurs essais successifs, et en gros, ils sont trop. Enfin, on nous le présente pas, genre, ils sont trop lourds, mais ils n'arrivent pas à aller suffisamment haut. Et il le pointe pas du doigt, il dit pas non, faut que je reste et tout, juste, il dit vas-y, on retente une fois, et au moment où ça peut être décollé, littéralement, c'est lui qui recule, c'est lui qui s'enlève, et, Oui. et c'est vraiment un sacrifice qui est surprenant à ce moment-là pour le spectateur, parce qu'on se dit juste, ils vont refaire un essai de plus, et, enfin, on se doute bien qu'il va falloir que quelque chose change, mais on arrive à être surpris malgré tout, et en même temps, c'est complètement logique dans le sens où on comprend bien qu'on peut pas avoir ne serait-ce que plus de 11 ans et avoir un ami imaginaire, c'est déjà plus possible en fait. Bah, Donc c'est ça. Et puis alors, c'est surprenant. Effectivement, c'est surprenant au moment où il sort du traîneau et il repousse le traîneau. Mais en même temps, comme il voit déjà lui-même qu'il est en train de disparaître, il se dit, bah voilà, moi je suis voué à ça au fait. Et la joie ne l'est pas. Ce qui donne cette très très belle idée qu'au moment où ton ami imaginaire disparaît, tout le monde n'a pas un ami imaginaire, mais c'est symbolique. Ça quoi. peut être, ça peut être un marqueur d'une certaine époque de ta vie, quoi. Voilà, au moment où ça disparaît, il faut que ta joie, qui est quelque chose de beaucoup plus raisonnable et sensé, prenne le relais de ce truc-là, quoi. Et on avance un petit peu, mais l'idée c'est pas de parler forcément du film scène par scène, même si c'est vrai qu'à chaque fois on va d'éléments marquants en éléments marquants, enfin chaque péripétie adduit un nouveau concept qui est traité de façon visuelle assez forte. Enfin, on l'a dit, le pays des nuages, il y a le pays de l'imaginaire en fait, du château de princesse qui vole en éclats dans un tourbillon de confettis. On a un moment où, alors je sais plus si c'est dans le film original parce que j'ai vu une scène coupée, mais au moment où il rebranche l'imagination et où Joie se retrouve littéralement dans un salon, mais où de floor is lava, mais littéralement, Oui, c'est-à-dire oui, qu'elle oui, doit c'est vraiment éviter de tomber sur le sol qui s'est transformé en lave. Il y a tellement de petits clins d'œil. Ils doivent prendre le train pour revenir au QG général, mais parce qu'en fait en anglais c'est le train of thoughts, quoi. Ouais, c'est le train de la pensée. Le train de la pensée, ouais. qui se traduit pas exactement comme ça en français, mais ils arrivent à prendre des concepts encore une fois très littéraux Ouais. et à leur donner une existence visuelle et pratique dans le scénario, quoi. Oui, et c'est aussi pour ces jeux de mots qui font dérailler le train de la pensée, etc. Enfin bon, c'est... Oui. Et parce qu'au moment où justement, parce qu'on l'a pas précisé, mais Riley, parce qu'elle est motivée par la peur, la colère, le dégoût, veut partir de San Francisco où elle est arrivée, donc elle fait une fugue, une tentative de fugue, et effectivement elle menace d'être débranchée, enfin de perdre toute émotion, ce qui est encore pire justement que d'être conduite par la peur, et c'est à ce moment-là effectivement elle lost her train of thoughts, quoi, et voilà, elle perd ses pensées. C'est traduit encore une fois et dans le monde réel et dans le monde de son cerveau. Alors, mais c'est important ce que tu disais sur effectivement ces petits concepts qu'ils arrivent à mettre en image, parce qu'il y a quand même, je viens de parler de la scène bouleversante avec Bing Bong qui disparaît, mais il y a aussi dans ce film
des scènes d'une inventivité et d'une drôlerie Oui, qui oui. sont extraordinaires. Oui, parce que là, c'est un peu pesant ce qu'on dit et tout, mais c'est drôle. Ah, c'est incroyable. Il y a même une scène, il y a parfois des trucs comme ça qui me restent. Parfois, il y a des films qui arrivent à me faire rire pour toujours. Et il y a une scène dans ce film qui m'a tellement fait rire qu'à chaque fois que j'y repense, je suis mort de rire, mais je suis remort de rire de manière intacte. C'est un truc qui ne vieillit jamais dans ma tête. C'est à un moment, on se retrouve dans le pays des rêves, enfin dans la production. C'est une sorte de studio hollywoodien Ouais. où on produit les rêves qu'elle va avoir pendant la nuit. Et donc, on les produit un petit peu comme des petits films. Donc, il y a des Ça réalisateurs. aussi, c'est une idée géniale. C'est une idée Pour géniale. reprendre le côté, évidemment, un studio, c'est une machine à rêve. Enfin, le cinéma, c'est une machine à rêve. Enfin, voilà, c'est Exactement. très littéral, encore une Et fois. alors j'ai découvert hier que Bill Hader avait, qui est un comédien super drôle, qui joue la peur dans la version originale du film, il a aidé à scénariser cette séquence en particulier. Donc ce Qui est l'acteur de la série Barry. Ouais, Si exactement. vous regardez Barry, vous voulez mettre un visage dessus. Exactement. Et alors, c'est quelqu'un de très drôle et c'est quelqu'un qui vient du Saturday Night Live, l'émission américaine. Et ça se voit dans cette séquence que c'est un moment qui est beaucoup plus drôle que les autres Oui. moments. Et je me souviens juste, mais de quelques plans où les deux émotions arrivent de manière un petit peu incongrue au milieu du tournage d'un truc. Parce elles veulent réveiller Riley à ce moment-là. Ah oui, c'est ça, et elles arrivent avec le clown, et donc ils arrivent en plein tournage, et on voit qu'ils sont en train de tourner un truc avec des licornes et des muffins qui dansent, et que c'est grotesque. Ça part en latte comme un rêve. Enfin, au départ, il y a le truc classique de elle est en classe et en fait elle a pas de pantalon. Et puis eux ils déboulent en chien. Et puis en fait c'est un costume, donc le chien se disloque et finalement tu te retrouves à avoir des pattes de chien coupées en deux qui se courent après. Enfin, C'est ça, et en fait l'idée c'est que évidemment t'as beaucoup de rêves que tu vas pouvoir disséquer et qui sont très significatifs pour toi, etc. Le cliché des dents qui tombent, etc. Tout ça, ça peut avoir des origines qui en disent très long sur ce qui t'arrive tous les jours, mais il y a aussi dans ta tête des trucs tout pourraves, quoi. Et parfois tu fais des rêves nuls qui veulent rien dire, et vraiment ce moment avec la licorne et les muffins qui dansent et tout, mais j'étais mort de rire. Je me disais oui, effectivement des fois les rêves c'est naze. Film drôle, on l'a dit, mais ça va plus loin que d'aller dans la tête de Riley. C'est-à-dire il y a des moments où beaucoup plus surprenants, même si ça arrive assez vite dans le récit, où ils se cantonnent pas là, ils vont explorer la psyché des autres personnages. Et là, en plus, on a le droit à avoir des petites surprises. Les gens se souviennent de la fin, où on a justement ces petites scénettes où là on va dans la tête de différents personnages, on va plus dans un chien, puis dans un chat, où à chaque fois avec les petites spécificités, où les chiens ils font tous la même chose de concert, ils appuient sur le même bouton. Dans les chats il y a vraiment personne qui commande, mais il appuie sur les boutons au pif, et il se C'est fait, parce qu'il y a un chat qui marche sur la console et- que c'est n'importe et quoi. il se fait peur tout seul et il part en ce qu'on appelle les zoomies. Maintenant on a les vidéos des chats qui courent en tous les sens sans aucune raison. Enfin voilà, il y a tous ces trucs là, ces idées là. Et moi ce que j'adore, c'est que on voit notamment dans la tête des parents, et sans que ce soit pointé du doigt, autant évidemment, en tout cas chez Riley, c'est joie qui commande. Chez la mère, celle qui est au milieu et qui donne un peu les instructions, c'est la tristesse. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ils arrivent à faire donner des petits indices sur l'état d'esprit des personnages, parce que chez le père notamment, et ils sont très drôles parce qu'ils ont tous une moustache. Ouais, bien sûr. Même Joie qui reste un personnage plutôt féminin, elle a quand même une moustache, et chez le père c'est la colère qui commande. Enfin, Ouais, bien sûr. Et je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un des trucs qui ne marche pas d'ailleurs dans le film, mais je pense que c'est volontaire aussi. C'est-à-dire que dans la tête de tous les autres, toutes les émotions ont la même gueule, alors Oui. que dans la tête de Riley, toutes les émotions n'ont pas la même gueule. Oui. Donc c'est un peu curieux. Mais je pense que c'est une facilité pour pouvoir faire cette transition justement de toute l'aventure qui se passe dans la tête de Riley à parfois des petites scénettes qui vont se passer dans la tête d'autres personnages. Mais alors, chose très intéressante, il y a toute une scène qui se passe autour d'une table, à un dîner, où on va transitionner de ce qui se passe dans la tête C'est ça. de Riley à ce qui se passe dans la tête du père de Riley, à ce qui se passe dans la tête de la mère de Riley. Et alors, cette scène a été la première scène conçue du film pour pitcher justement l'idée de vice-versa aux financiers. Ça fait très proof of concept, quoi. Vraiment, Exactement. l'idée qu'on peut extrapoler ça, même si dans le reste du film on reste majoritairement dans la tête de Riley, et c'est l'idée de pouvoir développer le concept ailleurs, quoi. Et c'est marrant parce que tu vois très bien comme si tu coupes cette scène et que tu la regardes comme un petit court-métrage, elle se suffit à elle seule C'est vrai. à expliquer comment le film va marcher, comment ça va se dérouler, à pitcher le concept, quoi, vraiment.
Et d'ailleurs, si vous voulez aller explorer ça, il y a un court-métrage qui vient en complément du film, qui une espèce de suite, mais enfin qui vaut mieux avoir vu après le film, mais qui s'appelle, en anglais, c'est Riley's First Date, donc le premier rendez-vous de Riley, point d'interrogation, où on a un garçon qu'elle rencontre brièvement dans le film, qui vient toquer à sa porte pour aller faire du skate, je crois, finalement, il se retrouve face au père, et la mère va voir Riley, et on a voilà c'est beaucoup plus tourné, malgré le titre, beaucoup plus tourné vers les deux parents, justement, même si on a aussi la psyché du garçon en question, qui est juste un gamin de 11 ans qui a pas grand-chose dans la tête, où ses émotions font du skate, enfin bref, Les émotions elles-mêmes sont un Ouais. peu à la rue. Ouais, c'est ça, comprennent pas grand-chose à rien, et l'idée c'est d'aller creuser un petit peu plus ces deux parents, mais ça se regarde très bien en complément. Et toi, tu voulais parler peut-être aussi du court-métrage. Comme toujours chez Pixar, il y a un court-métrage qui vient avant la diffusion en salle. Alors sur Disney+, c'est pas évident de savoir quel film est lié, quel court-métrage est lié à quel film, à part si vous jouez le jeu des dates de sortie, etc. Mais ils font pas forcément l'effort de les mettre ensemble. Mais ils sont tous disponibles, hein. Tous les courts-métrages Pixar sont également disponibles sur Disney+. Et c'est Lava. Ouais, c'est Lava qui est vraiment un court-métrage très très joli autour de deux volcans, un qui est sous la mer et un qui est au-dessus de la mer, un qui est endormi et l'autre qui est en éveil, et celui qui est en éveil chante une petite chanson au ukulélé en disant qu'il aimerait bien trouver l'amour de sa vie, et celui qui est sous la mer et qui est éteint écoute cette petite mélodie, et évidemment le niveau de la mer montant, celui qui chante la mélodie est un peu voué à mourir, mais un volcan c'est jamais tout à fait mort ou tout à fait éteint, donc C'est ça ça, peut se réveiller. Ça joue sur le fait que ces deux personnages, ça reste des montagnes, donc selon l'expression consacrée, ils ne peuvent pas bouger, mais comme c'est des volcans qui peuvent jouer sur les environnements et trouvent un moyen de se réunifier, enfin en tout cas de Oui, se rapprocher, quoi. C'est ça, de et vivre puis ensemble. grâce à la tectonique des plaques ou je sais pas trop quoi, à la fin, ils deviennent une île ensemble, C'est et, ça. et ils sont presque collés l'un à l'autre. C'est vraiment un court-métrage très mignon. Et je profite de cette émission sur Vice Versa et sur Pixar plus largement pour dire que parfois, enfin c'est quand même rare qu'un court-métrage Pixar soit raté. Oui, j'ai même pas d'exemple en tête. Enfin, Voilà, c'est ça. Donc, si. mais vous les avez tous sur Disney+, et c'est un paradis, quoi, les Ouais. courts-métrages de Pixar. Il y a une collection à part, vous pouvez vous les enchaîner. Il y a même, je sais plus comment ils ont appelé ça, mais il y a une collection spécifique liée à des courts-métrages justement qui ne sont pas sortis en salle, qui ne sont pas liés à des films, mais qu'ils ont développé. Je me souviens plus du nom, du nom exact, mais ça se trouve très 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 facilement, quoi. Il arrive qu'on sorte maintenant d'un film de Pixar un peu contrarié. Enfin, moi, je me souviens de Cars 2 ou du Voyage d'Arlo, ou maintenant, c'est dommage à dire, hein, mais maintenant, il y en a qui sont vraiment ratés. Alors j'ai l'éternel doute. Rebelle, c'est un Pixar ou Oui, c'est un- Rebelle, c'est un Pixar, et Rebelle, effectivement, c'était pas terrible, ouais. oui, c'était pas terrible non plus. Donc ça arrive maintenant, malheureusement, qu'on sorte d'un Pixar en disant c'était vraiment pas bien. Encore plus peut-être ceux de plateforme, quoi. C'est un peu plus. On a moins le sentiment d'avoir une succession de chef-d'œuvre après chef-d'œuvre. Enfin, genre, je pense Lucas, pas. Lucas, c'est pas très bon. Je pense par pas exemple. je pense pas du mal du tout de Lucas ou de. Alors, Alerte Rouge, je sais que t'es plus client que moi, mais Ouais, pareil, j'ai bien aimé, moi. je trouve que c'est en dessous, quoi. Mais c'est jamais complètement raté. Mais c'est vrai que, enfin, voilà, tu l'as dit, même élémentaire, c'est très bien à bien des égards. On reste assez loin de ça, quand même. Ouais, c'est ça. Mais alors, par opposition, les courts-métrages de Pixar ne sont jamais ratés jusqu'à présent. Et il faut vraiment faut avoir, je trouve, le même égard pour ce que Pixar produit en court-métrage qu'en long-métrage. D'autant que le court-métrage permet des expérimentations, et d'autant plus en animation. Enfin, dans l'histoire de l'animation, c'est aussi via ces courts-métrages-là que l'expérimentation s'est faite, d'autant que c'est quand même beaucoup plus facile à produire sur quelques minutes, quelques dizaines de minutes, que sur l'intégralité d'un long-métrage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Vice Versa ? Il y a une idée, peut-être pour finir, que je trouve géniale, elle intervient justement à la fin, qui est pour symboliser la complémentarité de cette émotion-là, de ces émotions, parce que le principe, c'est justement de nous faire comprendre, que Riley comprenne que joie et tristesse vont finalement ensemble, et qu'on peut partir d'un moment triste qui va devenir joyeux derrière, et inversement. C'est cette idée
de boules duo, quoi. Enfin, on a l'impression un peu de voir des billes qui fusionnent. C'est ça, Avec c'est- là où justement avant c'est très très binaire, finalement là encore là, on est toujours dans l'idée de rendre visuel une idée qui est en l'occurrence une complexité d'émotion. Parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore expliqué, mais qui est propre à l'animation de ce film et qui rend le film très très joli à regarder. C'est que chaque émotion a une couleur. C'est super coloré de bout en bout. Ouais. Voilà, et que du coup, au début du film, chaque mémoire qui est symbolisée par une petite bille, chaque mémoire de Riley, va être teintée d'une couleur. Donc, si c'est une mémoire, si c'est un souvenir joyeux, il va être doré. Si c'est un souvenir triste, ça va être une bille bleue. Si c'est un souvenir de colère, ça va être une bille rouge, etc. Et à la fin du film, on découvre, enfin les personnages découvrent, les émotions découvrent, et la petite fille elle-même découvre que certains de ses souvenirs, certaines de ses billes peuvent être ont l'aptitude d'être colorées de 2 couleurs ou de plusieurs couleurs différentes. Parce on avait déjà eu ça qui était mis en avant dans le film, à savoir que si tristesse touchait, était trop en contact avec des billes, justement avec des souvenirs, elle pouvait les teinter de sa tristesse. Et c'est aussi quelque chose qu'on a tous expérimenté, c'est-à-dire un souvenir qui a été joyeux un moment, parce que peut-être il fait état d'une période un peu disparue, ou d'une période qu'on regrette, ou alors ça peut être un moment, une décision, voilà, d'abord liée à la colère, puis en fait ça, on peut le regretter. Et voilà, on a tous vécu le fait de revivre nos propres souvenirs à l'aune de notre état d'esprit actuel, quoi. Exactement. Si par exemple je vais chercher dans ma mémoire des souvenirs de la fin des années 90, je peux vous parier que certains jours ça va être des souvenirs très 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 heureux et d'autres jours ça va me rendre très 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 triste. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le court-métrage complémentaire sur The First Date, le premier rendez-vous, le fait un petit peu, mais en revoyant le film, j'avais très très envie d'imaginer un film qui se passerait dans la tête du papa, et je me disais, ça serait un film très différent pour le coup, Oui, ça oui. risque d'être un film très triste. Probablement que Bing Bong, ça serait une sorte de Porsche rouge. Et en ça, c'est vrai que, on va y venir progressivement, mais en ça, c'est vrai que explorer les émotions à travers différentes tranches d'âge, ça a du sens, et on pourrait imaginer vice-versa sans fin avec différents personnages qui ne vivraient pas du tout les mêmes choses. On aurait des films très très différents à chaque fois. Ouais, moi j'ai même le rêve un petit peu secret, et probablement que ça ne se concrétisera pas, pardon, mais j'aimerais bien que Riley devienne un peu l'Antoine Doinel de Pixar, et qu'on la voit grandir et prendre de l'âge et tout ça. Ça serait chouette d'avoir des vice-versa de manière régulière pour prendre des nouvelles de Riley. Je trouve qu'ils avaient amorcé cette idée avec Toy Story. Avec Boo, en fait, il y a la petite fille de Monstres et compagnie qui se retrouve dans Toy Story 3, c'est celle-là qui donne ses jouets. C'est surtout que Andy dans Toy Story, oui. il grandit, et dans Toy Story 3, effectivement, il se débarrasse de ses jouets, et du coup la franchise se débarrasse d'Andy, et je trouvais ça un peu dommage de le voir disparaître. Moi j'aurais bien aimé suivre Andy, parce que finalement, enfin je le sais mieux que personne, même quand on a 40 ans, on se retrouve encore avec quelques jouets de son enfance, hein. C'est possible. Moi mon Poppy, je peux aller vous le chercher, hein, je sais où il est, mais j'avais un Poppy aussi. Voilà, j'aime bien l'idée de développer la relation qu'on a à ces trucs-là pendant qu'on vieillit, et j'espère vraiment surtout dans le monde d'aujourd'hui, hein, voilà. Exactement. Où les jouets retrouvent des valeurs insoupçonnées. Exactement, ouais. J'aimerais bien que Riley devienne une vraie grande personne, et qu'on suive ses émotions. Peut-être pour finir, moi je voulais mettre un petit mot sur la musique, puisqu'il y a un gros effort qui est fait sur le sound design. Enfin, comme souvent chez Pixar, c'est quand même l'image ne va pas sans le son, sans le scénario, et il y a toute une dimension musicale qui accompagne les émotions, qui accompagne chaque élément, chaque souvenir. On est à la fois dans la musique et dans le sound design, et il y a aussi une petite capsule sur Disney+ en bonus sur le sound design et comment ils ont réussi à recréer ces sons-là. Enfin, vraiment le côté, le son des billes, c'est iconique quand elles apparaissent, quand elles disparaissent. Enfin, tout ça a été très pensé. Et la musique est signée Michael Giacchino, qui a déjà fait là-haut, hein, qui a déjà fait là-haut, qui est un collaborateur régulier de Pixar, hein. Il a bossé sur Ratatouille, sur Coco, sur Cars 2 au moins, et ses chefs-d'œuvre, je trouve, c'est
les musiques des Indestructibles qui arrivent à mélanger esthétique moderne et années 50. Enfin là, pour le coup, c'est encore une fois très à propos. Comme il fonctionne beaucoup par thème, ce qui est quelque chose qui a tendance à un petit peu disparaître dans la musique de film, mais il y a quand même c'est très, ça paraît évident d'associer une émotion à un thème musical, et en l'occurrence, le thème le plus connu, c'est celui qui commence à la seconde 0 du film, et ça, c'est quand même assez rare, hein. Même le logo Disney, même le logo Pixar se font avec cette musique-là qui s'appelle Bundle of Joy, qui est la toute première piste du CD, et c'est comme ça que le père de Riley la caractérise, qui est le thème de joie tout simplement, et qui va au fil du film se complexifier et intégrer des autres éléments à mesure que les autres émotions jouent aussi leur rôle. Donc allez écouter la musique à côté, elle s'écoute très bien en dehors du film, et tout ça est disponible assez facilement, quoi. Ouais, et puis big up à l'équipe qui ont créé ces 5, le design de ces 5 émotions principales, parce que quand on fait attention aux moindres détails, on se dit quand même c'est complètement fou que, par exemple, que la joie soit une flamme, et que du coup quand elle bouge et qu'elle va vers d'autres personnages ou des éléments du décor, ça les illumine un petit peu, Ouais. etc. Le soin du détail de ce truc-là. J'ai découvert hier, par exemple, que Dégoût a une petite écharpe autour du cou, parce que c'est justement le truc dans lequel elle se camoufle, elle se masque quand elle est dégoûtée, quoi. Chaque petit élément est hyper travaillé, chaque façon de bouger de chaque émotion a été travaillée. C'est fort, hein. En plus, il y a un design qui est je ne saurais même pas comment décrire ce style, c'est-à-dire c'est un petit peu éthéré, dans le sens où on voit que c'est presque une collection, c'est presque du pointillisme, Ouais. ils ont peut-être une collection de petits points, il n'y a pas de traits Non, très c'est vrai. clairs, puisque une émotion n'est pas figée. Je pense qu'il y a quand même Défini, ouais. cette idée-là de ne pas la circonscrire à un cadre, mais d'en faire quelque chose qui soit qui puisse déborder, quoi. Et donc on a l'impression que les personnages ne sont jamais vraiment complètement finis. Enfin, enfin, comme tu dis, ils ont aussi chacun une manière de bouger, et enfin voilà, il y a un souci du détail qui est assez fou, et que le budget et le temps aussi passé sur le film peuvent permettre, hein. Mais on voit à quel point chez Pixar, à cette époque-là, on espère que ce sera le cas aussi pour la suite, mais en tout cas on laissait du temps à ces créateurs-là de penser chaque détail de leur film. Eh bien, vivement Vice Versa 2, selon moi. Et On peut en parler maintenant, hein, de cette suite qui a pas forcément qui est arrivée 9 ans après, qui a été annoncé en plus l'an dernier, donc finalement c'est arrivé entre guillemets assez tôt entre l'annonce et la sortie. On va la voir très très prochainement. Est-ce qu'on est quand même enthousiaste, ou est-ce qu'on se méfie pour le côté arrivé après le premier? Moi, je suis super enthousiaste. Ma seule crainte, c'est qu'ils fassent avec Vice Versa 2 ce qu'ils ont fait avec Monstre Academy. C'est-à-dire prendre un de leurs trucs les plus intelligents, et l'exploiter en faisant un gimmick. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que sur Toy Story, ils ont été absolument irréprochables. Chaque nouveau film apporte une couche à un ensemble qui est merveilleux. Avec Cars, ils ont fait exactement le contraire, mais on peut pas leur en vouloir parce qu'on s'en fout un peu de Cars. Oui, quoi. c'est moins important, quoi. Oui, c'est des petites voitures qui se parlent entre elles, donc c'est le paradis des gamins d'imaginer. Non seulement c'est mes petites voitures, mais en plus elles parlent, c'est dingue, tu vois. C'est trop cool. Donc bien sûr qu'on tire sur la corde, et ça c'est pas grave. Mais de prendre Vice Versa et d'en faire une suite qui serait juste une suite pour s'amuser, parce que c'est fun de faire une suite à Vice Versa, comme ça a été fun de faire une suite à Monstre et compagnie, pardon, ça me déprimerait beaucoup. J'espère vraiment qu'ils ont mis autant d'énergie dans Vice Versa 2 que dans Vice Versa 1. Ce qui me rassure, moi, un petit peu, même si j'avoue que j'étais quand même assez circonspect, pour dire le moins, quand l'annonce du film s'est faite, c'est que d'un côté, il y a tellement de matériel non utilisé. Enfin, on le voit, pendant 5 ans, ils sont partis dans tout un tas de directions. Et d'ailleurs, je parlais des émotions supplémentaires qui n'ont pas été intégrées au premier film. Il y en a quelques-unes qui seront là, notamment ennui.
qui est interprété d'ailleurs en VO par Adèle Exarchopoulos. Je pense qu'ils veulent lui donner un côté un peu français. C'est marrant, j'avais pas vu Ouais, ça. ouais. On a Anxiété qui sera jouée par Maya Hawke, que vous avez vu dans Stranger Things, la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke. Et Envie qui sera elle jouée par Ayo Edebiri, qui est notamment dans The Bear. Donc ça fait partie des concepts, je pense, qui n'ont pas passé le cut du premier film, en tout cas pour certains, mais par rapport à Cars 2 ou Monstre Academy, où on sent qu'ils sont partis dans des directions complètement différentes et ils ont juste fait un trip, là j'ai bon espoir que déjà on reste dans une tonalité assez proche du premier, à savoir c'est juste des nouvelles émotions qui viennent complexifier un petit peu tout ça. On l'a vu à la fin du 1, le panneau de commande avec tous les boutons, il est plus grand que jamais, et on comprend bien que il y a tout un tas d'émotions et de souvenirs qui s'entremêlent et qui justement mêlent ces émotions-là. Donc là, ma principale peur, ça va être de comment donner de la place à tout le monde. Puisque on l'a dit, dans un des principaux défauts du premier, c'était le fait qu'il y avait clairement des personnages qui bouffaient un petit peu les autres et que tous n'étaient pas exploités à leur propre potentiel. Là, j'imagine qu'on aura aussi les parents, qu'on aura sûrement des amis de Riley, éventuellement un futur petit copain peut-être. Enfin, ça rajoute encore une fois différents personnages avec 3 émotions en plus. Faut réussir à trouver de la place pour tout ça sans que ce soit de l'ordre, comme tu l'as dit, du gimmick, en le sens où on a une émotion, une idée, une scène et on passe à autre chose, quoi. Moi, j'ai absolument rien à ajouter à ce que tu viens de dire. C'est d'ailleurs de très bonne idée de faire un 2. Évidemment, très logique de rajouter des émotions parce que la petite fille grandit. Et en même temps, très casse-gueule parce que souvenez-vous que un des rares défauts quand même du premier, c'est qu'il y a 5 émotions et que les 5 émotions peinent à exister. C'est ça. Et en plus, il y a un peu le précédent Soul. Alors, on a regardé un petit peu notre classement des films Pixar. On l'avait fait pas longtemps après la sortie de Soul. On l'avait mis relativement haut. 10 ou 11e, enfin c'était quand même pas si mal pour un film qui justement repose là encore sur la mise en image de concepts abstraits et parfois qui se prenait quand même un petit peu les pieds dans le tapis ou qui vraiment juxtaposait énormément de règles qui se tenaient moins bien à ce niveau-là que vice versa, tout simplement. Enfin, c'était un petit peu trop complexe, un petit peu trop de trop, en fait, un petit peu Oui, trop de tout, en fait. à l'époque, on avait été hyper sympa avec Saul, donc je vais me permettre d'être hyper vache avec Saul maintenant. Je trouve que Saul est presque le témoignage du fait que Pixar, en faisant le film, s'est dit très vite, oh là là, et on n'est pas en train de doublonner là, avec vice versa. Et c'est ce qui fait que Saul, quand ça revient dans le monde réel, dans une deuxième partie, devient un film beaucoup plus faible, au fait. C'est ça. Alors que toute la partie qui se passe justement dans ce monde imaginaire où on apprend à devenir une âme et tout ça, visuellement c'est quand même assez gracieux. En plus de ça, la musique est faite par Trent Reznor et Atticus Ross et elle est démentielle. Et John Baptiste, je crois qu'ils sont 3 à la musique. Oui, t'as raison, ils sont 3. Et j'ai plus le nom. d'ailleurs, mais ils avaient eu, il me semble, l'Oscar de la meilleure musique, c'était totalement mérité. Mais Saul, c'est bizarre. Saul, quand il empiète sur Vice Versa, est un film tout à fait valable. Et quand il essaye de se détacher de ça, devient un film un peu nul, quoi, un peu une sorte de Freaky Friday avec un chat. Le côté body swap, en plus, c'est encore. Pour un film Pixar, on en revient toujours un petit peu ça, pour un concept de film Pixar, c'est un peu plus faible. Et d'ailleurs, je pense que la majorité des gens oublient cette partie-là quand on parle de Saul. Ils ont évidemment en tête les personnages bleutés, cet univers complètement abstrait. Et cette partie réelle, elle passe un petit peu à la trappe, alors que c'est la moitié du film quand même. Donc à voir, effectivement, il y aura aussi à jongler entre ça, pour Vice Versa 2, entre le monde réel et les pensées de Riley. Mais évidemment qu'on a envie de voir ça, évidemment que ce sera chroniqué ici, tu es le bienvenu pour en reparler le cas échéant. Moi, le calendrier se complexifie un peu, mais j'aurai évidemment plaisir à vous en parler ici Ça sera un bonheur. Ça sera un bonheur et on croise les doigts pour que ce soit réussi et qu'on soit aussi enthousiaste avec le 2 qu'avec le 1. Exactement. On en vient à la question rituelle de chaque épisode d'Animedia, c'est pour qui Vice Versa. Alors on en a déjà un petit peu parlé, on a déjà plus ou moins répondu à la question. J'ai quand même distingué, on va dire, 2 principales catégories, mais vous allez voir que dans les faits, on va très vite regrouper tout ça. On a envie de le conseiller peut-être d'abord tout simplement à des ados de l'âge de Riley, c'est-à-dire autour de 11 ans, qui peuvent expérimenter ces
ces périodes de changement. On n'est pas encore à la puberté, mais on est quand même dans une époque de découverte émotionnelle. Et ce que permet aussi le film, c'est de mettre des mots et des images sur des émotions, et la plupart nouvelles à cet âge-là. Oui, et alors moi j'ai envie de... alors, c'est un petit coup de gueule, mais je vais le faire quand Ok, même. J'ai vas-y. envie de conseiller ce film en particulier aux gens, c'est très français de faire ça, à une certaine partie des spectateurs qui aiment bien snober le cinéma d'animation américain parce que tout ça, vous comprenez, c'est Hollywood, c'est la grande machine, ils ont du pognon, ils font des choses à l'américaine, etc. Donc ils préfèrent regarder du Michel Oslo, et Kirikou et la sorcière, etc. Ah, le roi et l'oiseau, c'est génial, tout ça est génial, j'adore ces films-là aussi, hein, mais j'aimerais bien prendre ces gens-là de force. On peut faire cohabiter tout ça. Hein, mais ouais, et les mettre devant vice-versa, et de les mettre au défi de me dire que c'est un mauvais film, quoi. C'est quand même merveilleux, ce truc-là. Et c'est la preuve que la machine hollywoodienne, l'industrie hollywoodienne, quand elle va puiser dans le meilleur de ce qu'elle a, elle nous file quand même des chefs-d'œuvre, quoi. Je pense que tout ça, on en revient un petit peu à ça, hein, c'est une question de temps, quoi. Quand on laisse à ces créatifs-là le temps de peaufiner leur projet et qu'on leur met pas le couteau sous la gorge pour faire une suite ou une adaptation ou une énième variation de ce qu'ils ont pu faire par le passé, que ça part d'idées personnelles suffisamment fortes pour avoir envie de les délayer sur un long métrage. Voilà, on a à l'arrivée, et qu'en plus on file le budget, oui, on a à l'arrivée un projet qui est peaufiné de bout en bout. Je l'ai pas dit, mais le film dure 1h30 bien tassé. Moi, je pensais qu'il était un peu plus long dans ma mémoire. En fait, tout ça va quand même assez vite, et ça passe très très bien. D'ailleurs, voilà, je parlais de conseiller aux pré-ados, mais même un enfant de 5 ans, visiblement, ça fonctionne nickel, quoi. C'est hyper lisible. C'est un film qui est hyper lisible. J'en profite pour dire que je sais bien que Le Roi et l'Oiseau n'est pas un film de Michel Oslo. C'est pas moi qui m'a emmêlé les pinceaux, mais on reparlera du Roi et l'Oiseau ici, vous je sais inquiétez que pas. pour toi c'est un film très très important. C'est un film capital pour moi. Dans le cinéma d'animation, il y a tellement de tout que c'est... Pourquoi se cantonner à une origine géographique, soit l'un, soit l'autre. Les choses peuvent coexister, quoi. J'adore moi aussi Le Roi et l'Oiseau, qui est un film que j'ai vu énormément de fois, et je trouve que ça serait injuste envers le cinéma d'animation que de trancher et de se dire moi je suis de l'école Le Roi et l'Oiseau ou de l'école Michel Oslo, et d'ignorer Pixar ou Disney ou même Ghibli ou j'en sais rien. Embrassons tout, quoi. Le cinéma d'animation est suffisamment snobé d'une manière générale, on va pas en plus se mettre à rajouter voilà, des frontières, voilà. C'est déjà suffisamment compliqué. À qui on peut le conseiller, évidemment, encore, on peut étendre, hein, finalement, à tout le monde. J'allais dire dans un premier temps aux parents de ces enfants-là, parce que c'est toujours aussi important de visionner ce genre de film en famille. Important dans le sens où derrière c'est beaucoup mieux pour pouvoir en discuter, et surtout sur des films qui évoquent des sujets comme ça. Et encore mieux, c'est tout le monde et plusieurs fois dans sa vie, parce qu'on le voit différemment. C'est quand même génial, c'est un film qui vieillit comme un bon vin, quoi. Parce que justement, il y a même ce film-là, mais potentiellement d'autres qui ont des potentiels de revisionnage, enfin en tout cas de les appréhender à différentes étapes, d'autant que là on parle d'une petite fille qui est un peu traumatisée par le fait de déménager, de perdre tous ses repères et d'arriver dans un nouvel environnement, mais on l'a tous vécu ça, et pas forcément à 11 ans. On l'a tous vécu en déménageant pour la première fois pour effectivement... au gré pour certains du métier de leurs parents, ça peut être pour la fac, ça peut être pour un premier emploi, ça peut être pour tout un tas de raisons. En fait, l'idée principale, et c'est ce qui fait que l'histoire est universelle, c'est comment on peut être bouleversé par ce changement. Qu'est-ce qui l'induit émotionnellement chez nous, quoi. Donc en ça, il n'y a pas plus universel. Tout le monde a appréhendé ça au moins une fois, quoi. Exactement. Moi, j'ai encore récemment, encore dans ma vie d'adulte, j'ai dû faire des choix, des décisions de carrière qui m'ont absolument brisé le cœur. Mais voilà, on fait ces expériences, on les fait jusqu'à sa mort, hein, normalement. Donc revoyez ce film à toutes les grandes étapes de votre vie. Et il y a, je pense, c'est quelque chose qui avait été pointé du doigt aussi dans nos sociétés, quand même une dictature un petit peu de la joie, c'est-à-dire que quelle que soit parfois sa condition, on met suffisamment en avant, et c'est vrai, il vaut mieux, hein, du mieux possible, acceptez-vous, dans le sens, soyez fiers de qui vous êtes, mais il y a des gens pour lesquels c'est plus compliqué, il suffit pas de leur dire, il suffit pas de le matraquer pour que ça passe. Donc c'est aussi un film qui arrive à mettre en avant le fait que parfois ça va pas. Oui. Et c'est pas grave, et c'est parce que ça va pas qu'on peut aller mieux ensuite,
Et encore une fois, on en revient à la complémentarité nécessaire de ces émotions-là. Et ça paraît bête, c'est évident dit comme ça, on sait tous, on sait tous ça. Mais de le voir mis en image de cette manière-là, avec cette petite fille qui va découvrir ça et se retrouver voilà, à prendre ses parents dans ses bras et à se sentir bien parce qu'elle a enfin pu leur avouer avant qu'elle se sentait mal, c'est tout simplement faire voilà, l'expérience de la vie, quoi. Oui, de la mélancolie et tout ça. Et effectivement, parfois ça va pas, parfois on est en colère, parfois on a peur, parfois on est nul. Mais c'est très important pour tout le monde de pouvoir justement prendre conscience de ses émotions et les laisser parler un petit peu, les laisser s'exprimer. Ça fait quand même de nous des gens plus complets et puis moins intériorisés, moins frustrés, quoi. On en vient à la note. Et je pense que tu seras assez d'accord avec moi par rapport à tout ce qu'on a dit. Je triche parce que je l'avais déjà, évidemment, vu avant et noté avant, mais moi je lui mets sans problème 4 étoiles et demie sur 5. Pourquoi pas 5 ? On l'a dit, il y a quand même des petits défauts qui en font pas non plus un film parfait. Mais on est dans le haut du panier. Voilà, rien que chez Pixar, mais d'une manière générale, quoi. Alors ça bien sûr c'est ton classement et je n'oserais pas y toucher et donc 4,5 sur 5 c'est une très bonne note et très bien. Moi si je faisais des classements, moi je suis débile avec ces trucs là, moi je mets 1000 sur 10 à ces films là. Moi, je suis très entier avec ces trucs là. Ouais, j'essaye de garder de la place pour l'amélioration. J'ai vraiment réfléchi à l'idée de lui mettre 5 parce que émotionnellement ça m'a touché encore voilà, très récemment au moment où je l'ai revu, on l'a dit, on le voit pas de la même façon et ça a réussi à me cueillir encore plus, je pense, que la première fois. Donc oui, j'aurais pu, comme tu dis, lui mettre bien plus, mais on vise l'exigence et on vise la grande liste du cinéma d'animation dans ce podcast. Et pour vous donner un petit ordre d'idée par rapport à mon classement personnel, je le mets au même niveau que Mon voisin Totoro, qui est un film que j'aime beaucoup, ou alors L'illusionniste de Sylvain Chomet. On parlait du cinéma d'animation français qui a aussi son lot de petits bijoux, et celui-ci, je trouve, en fait partie. Derrière Wall-E, on l'a dit, pour notre classement à nous et pour le remettre dans la grande histoire, ou Le voyage de Chihiro, pour reprendre un film de Ghibli, mais devant des films qui sont complètement valables, qu'on aime beaucoup quand même, comme Chicken Run, dont tu reviendras peut-être nous parler. J'adore J'ai toujours pas vu le 2. Ah bah je l'ai vu justement avec mon fils et on a trouvé ça... tu verras, parce que je connais des gens qui ont été déçus par le 2, alors que moi j'ai trouvé ça plutôt super, mais enfin peut-être pas super au niveau de vice versa, mais quand même très méritant et très logique bon voilà, j'espère que ça te plaira. J'espère aussi. Je garde un souvenir un petit peu diffus du premier. Ça m'avait pas marqué tant que ça, mais ça fera l'occasion de revoir les deux dans la foulée et je vous en referai un épisode. Bien sûr, voilà, on arrive à la fin. C'est évidemment un épisode plus long que les autres. C'était prévu, vous inquiétez pas. C'était voilà, on était plus sur l'idée d'une discussion, de partager ça. Et en plus, vous l'avez compris, on est quand même hyper enthousiaste sur ce film. On a hâte de découvrir la suite, tout simplement. Revenez nous faire un petit coucou au moment où l'épisode sortira. Et pour ça, la meilleure des manières, c'est de suivre Animedia sur les réseaux sociaux sur lesquels le podcast est disponible, pour avoir toutes les infos, à savoir sur Instagram et sur Blue Sky. Le podcast, lui, est disponible absolument partout, même sur YouTube. Donc, allez-y, parlez-en autour de vous, partagez-le, laissez-moi un petit commentaire, même ça me ferait très plaisir, un maximum de notes. Vous connaissez l'histoire pour faire remonter le podcast dans les classements. Gauthier, toi de ton côté, où est-ce qu'on te retrouve ? Mais on peut me retrouver évidemment sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, enfin X, enfin j'y comprends rien, sur Blue Sky. Vous pouvez, je suis pas hyper loquace, mais bon. Notamment sur X et sur Blue Sky, dont je me sers assez peu, mais retrouvez-moi sur les réseaux sociaux volontiers. Parfois j'écris encore sur le Grand Pop, j'ai cette chance-là. Je suis toujours journaliste chez Satellifact pour le moment, et surtout je voulais te dire un grand merci de m'avoir accueilli dans ce podcast que je trouve absolument super et que j'adore suivre. Donc je suis vraiment flatté, honoré et content d'avoir été le premier invité. Merci à toi, tu reviens quand tu veux, et toujours un plaisir de parler de cinéma
ensemble, qui plus est quand c'est des films qu'on aime à ce point-là. De mon côté, personnellement, ce sera sur Note Flegmatique sur Instagram et Flegmatique tout simplement sur Blue Sky pour suivre tout ça. Je vous dis à la prochaine, des bisous, ciao. Viens, envole-toi avec moi, petit chat.